bienvenue au MILF Club. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de réinviter Samra et d'inviter Yami. Voilà, 2 copines sages-femmes. Bon, on ne vous refait pas le topo de pourquoi elles sont extraordinaires. Mais voilà, pour nous, aujourd'hui, il était vraiment important de retraiter certains sujets par rapport à l'accouchement. On a eu énormément de questions à la suite du premier épisode. Si voilà, vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez toujours aller l'écouter. C'est une bonne base à ce 2e épisode qui va traiter plus en détail de certains points sur l'accouchement. Moment hyper fatidique de nos vies de maman et de femme, parce que voilà, c'est quand même un moment hyper intense. Et évidemment, ça suscite beaucoup de peur, d'inquiétude, de questionnement, etc. Heureusement, nos magnifiques sages-femmes sont là pour nous répondre aujourd'hui. Bienvenue. Merci Margot. Merci de nous accueillir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de quand même vous donner quelques chiffres, encore une fois, rassurants sur l'accouchement. Donc en France, environ 75% à 80% des accouchements se font par voie basse et 20 à 25% en césarienne. Environ 94% des accouchements par voie basse sont à terme, donc à 37 semaines. 98% des accouchements voie basse se passent sans complications. 98% des accouchements en césarienne se passent sans complications. Et 93% des accouchements en césarienne d'urgence se passent sans complications. Yes. Merci Margot pour ces précisions. Et c'est important vraiment de préciser, de rassurer, parce que c'est vrai que quand on va sur Internet, quand les femmes enceintes vont chercher des informations, elles vont tomber toujours sur les scénarios les plus catastrophiques. Parce que les femmes qui ont besoin de témoigner, ce sont celles qui ont vécu des mauvaises expériences. Celles qui ont vécu les très bonnes expériences dans les chiffres que tu cites, elles ne vont pas forcément aller sur Internet dire « oui, tout s'est bien passé pour moi », etc. C'est rare, ouais. Donc, c'est très, très bien que tu le rappelles. Merci de nous rappeler que c'est pas forcément la réalité, tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est vrai qu'en plus, notre cerveau mémorise 5 fois mieux quand les informations sont négatives. Donc, voilà. En plus. Faut rester critique. En gros, écoutez le podcast du MILF Club. La césarienne programmée. Okay. Bon. La césarienne programmée, comment ça se passe déjà ? La césarienne programmée, déjà, il y a toujours un motif. Enfin, généralement, c'est des gros bébés, bassin rétréci, une dame qui ne veut pas accoucher par voie basse pour un bébé en siège. Donc, comme disait Samra, elle a une consultation d'anesthésie, comme toutes les femmes. Et après, elle a aussi un rendez-vous avec le gynéco pour lui expliquer pourquoi on lui recommande la césarienne. Et ensuite, on prévoit une date pour la césarienne programmée. Donc, on provoque le bébé on provoque ? Non, en fait, elle vient le jour J. Okay. On va lui mettre un cathéter, on va lui faire une prise de sang pour avoir un bilan à jour. Et ensuite, elle va passer au bloc. Et au bloc, ils vont lui poser, souvent, c'est une rachianesthésie qu'on pose. Donc, c'est un type d'anesthésie qui vous anesthésie du bas des seins, on va dire, jusqu'aux orteils. Donc, vous ne sentez plus rien, c'est différent de la péridurale, parce qu'avec la péridurale, vous pouvez toujours sentir vos jambes, mais là, vous êtes vraiment anesthésié. Ils posent ensuite une sonde vésicale à demeure. C'est pour vider la vessie en continu. Comme ça, quand le docteur va césariser, la vessie sera vide et ça évite en fait les lésions vésicales de la vessie. Et en même temps, comme elle ne peut pas se lever en général pendant 24 heures, suite à l'opération, la vessie, elle n'a pas besoin de penser à faire pipi. Ouais, voilà, c'est plus facile après pour le postpartum immédiat. Et donc, ça dure combien de temps toute cette opération ? Je vais calculer depuis l'entrée du bloc. À peu près 20 minutes la préparation, je 20 minutes, le temps de poser la rachianesthésie, la sonde. Ensuite, il y a les chirurgiens qui rentrent, le chirurgien, avec l'aide opératoire, les sages-femmes qui rentrent. C'est ça. Après, on prévient le pédiatre, ouais. Donc, le chirurgien va d'abord faire un test, parce qu'on ne va pas inciser sans qu'on soit sûr que la patiente est anesthésiée. Donc, il fait un premier test. Si tout est bon, il va inciser. Et nous, les sages-femmes, on est juste à côté, avec un champ stérile. Et on attend que bébé naisse. Et on ramène le papa, après le test. Oui. C'est vrai que papa assiste à la césarienne, mais du côté de la maman. Enfin, du côté des champs, parce qu'il y a un grand champ qui est posé. Ah, il ne voit pas. Voilà. Ouais. Dans la majorité des hôpitaux. Sinon, elle a le droit de demander de pouvoir voir, en fait, ou pas ? Voir l'incision. Ouais, voir l'opération. Il y a les cialytiques, si elle veut regarder. Le miroir du... Non, elle n'a pas le droit. Enfin, mais je pense qu'en fait... Non. Ouais, non, parce qu'après, elle risque de... C'est intense, ouais, c'est intense de se voir à l'intérieur de son ventre. Ah, c'est clair, ouais.
question bizarre que j'ai posée. Ok. Bien que Donc ça dure donc 20 minutes de préparation et après l'incision et la sortie du bébé. Ouais. L'incision, c'est très 2 rapide. minutes, Hein. 2 Ah oui, minutes, à peu près. maximum 5 minutes. Hein. Après, Donc, tu il dis incise secret et- d'urgence, mais là, on parle des césariennes programmées. Hein. Oui. Ouais, voilà, Ah oui, ça va programmé, très c'est vite. tranquille. Ça va Ouais. très vite, quoi. Au bout Ouais. de 20 minutes, c'est bon, t'as ton bébé. Et... C'est ça. En fait, ce qui dure le plus longtemps, c'est le temps de préparation. Parce qu'à partir du moment où il incise, entre l'incision et la naissance, il n'y a pas beaucoup de temps. En fait, il y a maximum 2-3 minutes. Hein. Franchement, ça va très vite. Ok. Et donc, du coup, nous, on récupère bébé. Si tout va bien, on le monte directement à la maman. S'il a du mal à s'adapter, avec le pédiatre ou des fois toute seule, on fait une petite réanimation, on aspire, on ventile si besoin. Faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut et on l'apporte tout de suite à la maman après. Trop mignon. Ok. Voilà. Bon, c'est moins, papa. c'est moins terrible que ça en a l'air. Ouais, non, mais franchement, ça se passe bien. Tout est une question Après, de préparation. C'est ça, Et c'est de la se préparer, communication voilà. et d'avoir les bonnes informations. Parce C'est que ça. souvent, les patientes vont chercher les informations sur Google, sur les forums, et franchement, ça les stresse. Mais moi, je dis tout le temps à mes patientes, Ne faites regardez pas. Voilà. Faites attention, si vous avez besoin, vous nous appelez en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, quelle est la différence? Vous connaissez la césarienne péritonéale et la césarienne classique? Alors oui, j'en ai entendu parler. Après, dans les détails, je Ouais, ne sais après, pas moi, exactement. Mais en gros, c'est une césarienne où ils vont pas inciser au niveau des abdos. Ils vont pas. Ça va être une césarienne où la patiente elle va pouvoir se lever après, 2 heures après. Et ça, pareil, il y a très très peu de médecins qui le proposent. Il y en a certains sur Paris, dans des grands hôpitaux. Je ne sais pas d'ailleurs, je sais pas si c'est une technique beaucoup plus compliquée, complexe ou pas. Mais en tout cas, c'est une césarienne avec laquelle les patientes sont sur pied en beaucoup rapidement. moins de temps. Tu as rencontré des patientes qui avaient eu ça Non. Moi non plus. Ok. J'ai lu des témoignages. D'accord. Voilà, j'ai lu des témoignages, j'ai vu des noms de médecins qui Ils la passent, en pratiquaient. fait, ils poussent les organes au lieu Voilà, de... au lieu de les inciser, ils vont les pousser. Ok, ça vaut le coup de se renseigner sur ce sujet-là. Je et pense que oui. de demander l'avis Ouais, du chirurgien, enfin, du gynéco qui fera de l'intervention. gynéco-obstétricien. Ok. Alors, combien de temps faut-il en moyenne pour se remettre d'une césarienne programmée? On est toujours dans le... Programmer, Pareil, même c'est- les césariennes en urgence. Hein. Ouais, Après, c'est même, plutôt le après. côté psychologique qui sera différent. C'est variable aussi. Hein. Ouais, Ça dépend franchement, vraiment des femmes. Ça dépend si ça c'est une dépend. première césarienne ou une 4e césarienne. Ça dépend s'il y a des enfants avant dont il faut aussi s'occuper. ouais. C'est vraiment très variable. Ok. Après, d'un point de vue... Après, ça dépend de Médical. quoi on parle. Oui, si c'est médical ou si c'est. Avant de... Alors, Genre, pardon. est-ce qu'on peut. Avant de se lever, marcher, vivre normalement, quoi. C'est 24 heures. Franchement, c'est 24 ça, heures. Hein, le toujours. lendemain, elle peut se mettre debout. On enlève la sonde vésicale, donc elles feront pipi toute seule. 24 Et heures. après, oui, nous, on s'occupe des antalgiques. Donc souvent, elles sont bien après 24 heures. Hein. Ok. Et plus elles vont bouger, mieux elles vont se Mieux rétablir. avant. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est important à faire passer comme message. Ouais. Pas rester Mobilisez-vous. affalé dans le lit, mais vraiment... Ah, c'est Se bon à mobiliser. savoir. Ah ouais. Ouais, ça évite les phlébites aussi. Ok. Alors, la césarienne d'urgence. Mm. Bon. Est-ce le pire type d'accouchement qui puisse nous arriver? Il y a différentes urgences, Voilà. Yamina. Tout est question de point de vue et du Et de ressenti de la préparation patiente. en aussi. fait. Ouais. En fait, c'est important que les patientes se mettent en tête que Ça peut arriver faut à tout le monde. pas, voilà, que tous les scénarios possibles, que même si elles ont un projet de naissance ultra physiologique, sans péridurale, à 4 pattes, etc., toujours avoir dans le coin de la tête qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent arriver. Et plus elles seront préparées à ça, et mieux elles le vivront si ça leur arrive. Mm. Voilà. Et comme j'ai lu au début de l'interview, au final, même les césariennes d'urgence maintenant se passent très bien Oui. dans les Ah oui, chiffres. oui, oui. Ouais. Ok, Donc, il y a on différents rassure tout degrés le monde. En fait, d'urgence. ouais, Yamina qui va c'est nous ça. les expliquer. Vert, orange, rouge. Voilà. Quels sont, que savoir sur la césarienne d'urgence? En fait, la majorité des césariennes qui sont faites pendant le travail, c'est dû aux anomalies de rythme cardiaque fœtal. Donc souvent, les patientes sont informées. Enfin, ça arrive pas d'un coup. C'est-à-dire, c'est très rare qu'un bébé aille mal d'un coup et qu'on part directement en césarienne. Généralement, il y a des signes avant-coureurs, donc ce qu'on appelle des ralentissements, c'est-à-dire qu'en fait, son rythme cardiaque chute. Au lieu de battre, par exemple, à 150, il va battre à 80. Parce que oui, Et, petit rappel, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez la péridurale, vous avez l'appareil à monitoring qui enregistre en continu les le bruits du cœur rythme, du bébé. Ça, c'est important. Comme ça, on qu'on peut précise. évaluer le bien-être de bébé. Voilà, comment il supporte la péri, comment il supporte les contractions, C'est etc. rassurant. Donc du coup, en fait, à partir du moment où un bébé commence à avoir des ralentissements de son rythme cardiaque, nous, on va instaurer des choses pour faire en sorte de régler le problème. Donc on passe pas directement en césarienne. En fait, on va mettre en place des choses. Donc ça peut être un changement de position, tout simplement.
Des fois, il y a des bébés qui jouent avec leur cordon, donc si on met la patiente sur le côté, et voilà, il lâche le cordon et on n'a plus d'anomalie de rythme. Non, mais c'est vrai. D'accord, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Des fois, si malgré le changement de position, donc on a tout essayé, côté gauche, côté droit, 4 pattes, bébé continue à avoir un rythme cardiaque qui ralentit, on peut lui faire une petite prise de sang au niveau de sa tête et voir son pH. Avec le pH sanguin, on peut savoir s'il est en souffrance ou pas et voir si un accouchement à voix basse est possible pour lui en fonction aussi de la dilatation du col, parce qu'un bébé qui a un cœur qui ralentit à 3 cm, c'est pas la même chose qu'un bébé dont le cœur ralentit à 10 cm, parce qu'à 10 cm, on peut faire pousser la patiente et faire au pire une extraction par ventouse ou forceps, alors qu'à 3 cm, ça va être long, quoi. On peut pas lui laisser trop de temps avec un rythme cardiaque qui est pathologique. Donc en fait, on met des thérapeutiques en place, on met des choses en place avant de passer en césarienne. Donc la patiente sera informée que voilà, il y a un souci, on essaye de le régler, et la césarienne, c'est vraiment le dernier recours après avoir tout essayé, quoi. C'est ça, et puis les équipes, elles sont pas la césarienne facile. Hein. Ouais, Contrairement non, parfois ce qu'on peut lire dans les forums ou autres, la césarienne, ça embête tout le monde. Les médecins, les anesthésistes, les infirmiers anesthésistes, le pédiatre. Ça mobilise vraiment du personnel. Ouais. Donc voilà, dites-vous que vraiment, ils font ça vraiment s'il y a besoin. On essaye de tout faire pour que la patiente accouche voix basse. Mais des fois, voilà, la vie, il y a des imprévus. On ne pas prendre de risques non plus. Voilà, pour le bébé. Donc voilà, les seules fois où vraiment on part très rapidement en césarienne, c'est quand il y a une pathologie qui arrive subitement, comme je disais tout à l'heure, les ruptures utérines. Donc là, la patiente a son utérus. Ça reste très rare. Ça, c'est rare. Okay. Ça, c'est très rare. Donc en fait, les césariennes où on part très rapidement de manière assez brutale au bloc, c'est vraiment des cas très rares. Donc bradycardie. Bradycardie fétale qui n'est pas résolue parce qu'on met des médicaments. Ralenti, mais ça récupère pas. Donc là, on y va tout de suite. Là, on y va tout de suite. Procidence du cordon, donc cordon, le cordon qui sort avant la tête de bébé. Ça aussi, c'est très rare. Donc tout ce que je cite là, c'est très rare, no stress. Très rare. En 20 ans, no stress. Hein J'en ai qu'une fois, voilà. Ça va. T'as la poisse. Non mais c'est bien. Moi, en fait, merci les filles parce que vous nous donnez des détails et c'est important parce que ça rassure. On arrive à peu près comprendre en tout cas ce qui se passe et moi j'ai l'impression que les problèmes ça vient surtout de la désinformation, ou de la non-information. Ouais. Et là, le fait de savoir quel est le pire et c'est quoi. Et ben, j'ai l'impression que ça aide vraiment les mamans, en tout cas, à dédramatiser. Dédramatiser, pouvoir se projeter et au moins savoir, quoi. Mais souvent, vraiment, pour les césariennes en urgence, les patientes sont informées en amont, parce que comme je disais, on met des thérapeutiques en place, on met des méthodes en place pour régler le souci. Donc en fait, ça leur tombe pas dessus. On rentre dans la salle et on dit « Ah, c'est bon, on part en césarienne ». Non, c'est vraiment une préparation. On explique à la patiente pourquoi on fait ce qu'on fait. On explique s'il y a une amélioration du rythme de bébé ou pas, ce qu'on va faire, ce qu'on envisage. On prend son avis, bien évidemment. Et voilà, mais après, je comprends que ça soit dur pour les femmes parce qu'on a toujours envie d'accoucher de manière physiologique. Mais après, à partir du moment où on comprend le pourquoi du comment, c'est plus facile par la suite, on va dire, d'encaisser le coup. Ouais. Et après, il ne faut pas hésiter à consulter les psychologues en postpartum. Nous, on en propose toujours. Merci. Ça, c'est très bien, que ce soit pour la maman ou le conjoint. Lui aussi, il voit tout ce qui se passe et on peut. Moi, je l'ai fait même 2 ans après. Hein. Ouais, c'est bien, ça va. Bah ouais. Mais nous, on les fait passer dans le service, on propose aux mamans. Ouais. C'est hyper important. Ouais. Et on n'en parle pas assez de ça. Et même les cercles de parole. Bon, ça fait 3 fois qu'on en parle dans les épisodes, mais c'est ça hyper peut être important. Une très bonne solution. On ne se rend pas compte des bénéfices de ça. Dernière question sur la césarienne d'urgence. On a beaucoup de questions de comment éviter la césarienne d'urgence, des femmes qui sont terrorisées de ça. Est-ce que vous avez une réponse à apporter ? T'es bien embêtée, hein. Comment éviter le pire ? Être sereine et zen. Ouais, c'est ça. Être dans le lâcher-prise. Lâcher-prise, voilà. Après, il faut savoir que dans la vie, on ne contrôle pas tout. Ouais. Des fois, il y a des imprévus. C'est pas de votre faute si, à un moment donné, pendant le travail, le rythme de bébé commence à devenir pathologique. Nous, on met des choses en place avec vous. Si ça fonctionne pas, c'est les aléas de la vie. Mais il faut savoir qu'on va tout mettre en place pour qu'on puisse vous donner l'accouchement de vos rêves. Ils ne sont pas seuls. Mais vous n'êtes pas seul. Il faut toujours discuter avec l'équipe, avec la sage-femme qui vous accompagne. Mais oui, la césarienne en urgence, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas une fatalité parce que elle est faite pour quelle raison ? Faut toujours se repartir de l'origine. Pourquoi on fait une césarienne en urgence ? On la fait pas par plaisir, on la fait parce qu'il y a un danger pour bébé. Et je dis toujours à mes patientes, mais en fait, si on n'aurait pas fait la césarienne,
votre bébé, il serait comment en fait? Il serait peut-être pas bien à la naissance. Donc, vous voulez un bébé en bonne santé ou un bébé... Voilà, c'est aussi ça aussi à prendre en compte. Mais je comprends tout à fait que voilà, ça soit difficile et que ce qu'on s'était imaginé, voilà, après, ça Après, il part y a comme un en deuil, en cacahuète. fait. Ouais, C'est il y a comme un deuil à faire de l'accouchement Donc, c'est pour ça que c'est très important. physiologique et ça peut être un gros choc. Ouais, Ah, de Mais tout finit consulter, en par fait. passer. Tout finit par passer, il faut Ouais. juste être bien accompagné. C'est ça. Et Donc, psychologue, Mm. sage-femme, le postpartum, c'est voilà, hyper... pas hésiter à ouais. en parler parce qu'après même le postpartum, après la sortie de maternité, Mm. il y aura des Un peu. rendez-vous, visite postnatale, entretien postnatal précoce, où là, vous pouvez débriefer. Puis important aussi de débriefer avec l'équipe Oui, pendant le séjour. pendant le séjour. Souvent, le gynécologue va passer vous voir, la sage-femme qui vous a accompagné, quand c'est comme Ouais. ça, et puis vraiment évacuer ce que vous avez à évacuer. Ne pas avoir peur, voilà, de partager. De- ce- Ouais. Exactement, au contraire. Et de dire ce que vous ressentez. Voilà, si Voilà. vous êtes dégoûté, c'est normal. Moi, je dis toujours à mes patientes, ce que vous ressentez, c'est normal en fait. Que ça soit du regret, que ça soit... voilà, tout ça, c'est normal. Il faut savoir l'exprimer. Mm. C'est très important. Et après, moi, j'ai tendance à repasser. Déjà, j'explique avant de partir en césarienne pourquoi on fait la césarienne, mais ça quelques heures avant. Et après, en salle de réveil aussi. Je repasse voir la patiente. Et je réexplique ce qui s'est passé parce que des fois, avec les émotions, le stress, Les hormones. ouais, voilà, c'est ça. On a beau expliquer et en fait, on prend pas toutes les informations parce qu'avec tout ça, voilà, c'est pas le moment d'emmagasiner un max d'infos. Donc, nous, les professionnels de santé, on va repasser plusieurs fois, tout vous réexpliquer aussi au conjoint parce que des fois, le papa, il n'est pas forcément admis au bloc parce que c'est une césarienne en urgence. Il est dans son petit coin à stresser parce qu'il voit le temps passer et Il a ça plein de stresse. questions. C'est ça. Donc, moi, pendant la césarienne, quand il prépare la patiente, je sors quand même donner les infos au papa pour lui expliquer ce qui se passe, qu'on fait. Et après, je reviens pour récupérer bébé. Voilà. Je rends au papa. S'il veut faire du pot à pot, c'est parti. Et après, en salle de réveil aussi, on réexplique les choses. Et après, en fonction de l'état de la maman, si elle est fatiguée ou pas, on peut rediscuter de ça s'ils ressentent le besoin quelques heures après. Ou des fois, je repasse le lendemain pour rediscuter de tout. On fait un petit débriefing ou un débriefing avec l'équipe. Donc beaucoup de communication. Ouais. Et si on n'a pas ça, si on n'a pas une équipe comme ça présente, etc., ce qui peut arriver, moi j'ai pas eu ça pour mon premier accouchement, aucun suivi derrière, etc. Comment on fait? On va sur Doctolib, on essaie de trouver un psy spécialisé en post. Alors déjà, essayez d'aller voir l'hôpital. Si ça n'a pas été fait d'emblée, allez écrire un courrier ou vous demandez à débriefer. Vous demandez rendez-vous avec l'équipe qui était présente. Après, une réunion peut s'organiser avec vous, etc. C'est rare quand même que l'équipe refuse. Et après, effectivement, pour tout ce qui est suivi psychologique, s'orienter plus vers une psychologue spécialiste en périnatalité, vraiment, où c'est son domaine. Tous les traumatismes liés à la naissance, les troubles parfois de la relation avec le bébé aussi qui peuvent arriver. Quand on a une naissance très difficile, enfin un accouchement très difficile, parfois ça peut être compliqué de faire le lien avec le bébé. Donc vraiment, Faut important. pas hésiter. Voilà, c'est ça. Et si on a des séquelles physiques qui n'ont pas été prises en charge aussi par l'hôpital, ça peut arriver aussi, et on ne sait pas quoi faire avec ça, quoi. Quelle est la démarche à suivre? Est-ce qu'on va sur Doctolib et on cherche des... Alors peut-être Des demander un autre praticiens, avis aussi. Hein. Ouais, on peut Pouvez. demander à notre avis. un gynécologue, Gynécologue, voilà. obstétricien, je suppose. C'est ça. Oui. Si c'est en rapport avec effectivement un truc obstétrical à la naissance, gynécologue obstétricien. Si c'est un rapport avec l'anesthésie, peut-être voir un neurologue, anesthésiste, etc. Mais pas rester comme ça avec vos interrogations, puis avec vos problèmes physiques surtout. Donc il y a toujours des solutions. Ok. Merci. Non, parce que mettre des mots, parce que parfois on sait juste pas du tout quoi faire. Ouais, on s'en perd. Et puis on est On en parle à votre postpartum. sage-femme en postpartum. Normalement, il y a une sage-femme qui passe vous voir ce qu'on appelle le Prado, le retour à domicile. Quand vous sortez de maternité, une sage-femme passe 2-3 fois dans les 12 jours suivant l'accouchement pour peser le bébé, puis pour évaluer également comment vous vous sentez. Mais c'est à nous de planifier ça. Maintenant, oui. Moi, je me souviens, j'allais sur Doctolib, j'avais trouvé la nana qui était dispo dans le patelin où j'étais. C'était pas évident. Et puis, c'était jamais la même. Et du coup, il n'y avait pas trop de suivi. Et puis, des fois, cool, c'est je pas posais deux, évident, trois tout à questions, fait. mais- Donc, en priorité, Après, voir ça avec la dépend. sage-femme qui a suivi votre grossesse, si c'était une sage-femme qui vous suivait. Si elle Sinon- peut faire le suivi Après, Ouais, un c'est ça. postpartum. Ça Souvent, fait le partie de la liste contact que j'ai créée, que je vous ai partagée, qu'on peut coller sur le frigo avant l'accouchement, avec tous les contacts d'urgence ou contacts dont on pourrait avoir besoin après l'accouchement. Et le coparent peut aussi du coup avoir accès si jamais il y a quoi que ce soit et aider la maman avec la prise de rendez-vous.
Trop cool. Oui. Donc là, on a pas mal de questions sur le déclenchement. Quelles sont les raisons d'un déclenchement? C'est quoi la raison la plus fréquente de vouloir déclencher déjà un bébé? Généralement, c'est le post-terme. Quand les dames arrivent à 41 semaines et qu'elles ne se mettent pas en travail, généralement, on les revoit 48 heures après. Et en fonction des maternités, des hôpitaux, on déclenche soit à terme, donc à 41 semaines plus 2 jours, soit à 41 semaines plus 6 jours. Mais je trouve que c'est plus rare de déclencher à 41 semaines et 6 jours. C'est généralement entre 40 semaines et 2 jours et 40 semaines et 4 jours qu'on déclenche les mamans parce qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de bénéfice en fait pour le bébé de rester autant de temps dans le ventre, sachant que le placenta a une durée de vie de 9 mois. Donc si on dépasse ce délai, il est moins efficace, donc le bébé est moins bien perfusé, que ce soit au niveau oxygène, au niveau des nutriments. Donc c'est pour ça qu'on déclenche les bébés après le terme. Voilà. Donc Ensuite- c'est intéressant. Après, ça se peut qu'ils se mettent en route. Oui, après il peut se mettre en route. Donc Entre-temps, imaginons Il y on a- programme un déclenchement à Ouais. 41 plus 3, plus 4. Ça se peut qu'à 41 plus 3, il ait la bonne idée de venir De naturellement. totalement. Il a compris. Et après, la- ouais. Après, tu sais que tu as des maternités à Mm. Paris qui déclenchent à 39 semaines systématiquement. Mhm. Ouais, mais moi Ouais. j'ai jamais vu ça. Ouais. Ouais, après oui. À Paris, Mais, J'ai Mais entendu- pourquoi voilà. 39 semaines? Parce qu'en fait, ils ont fait une étude. Enfin, je me Oui, permets ouais, de ouais. répondre hein, parce que Bien mon sûr, gynéco Marie. vient de me répondre là-dessus. Parce qu'apparemment, ils ont fait une étude où, en fait, à 39 semaines, ils ont remarqué que les bébés avaient très peu de problèmes pendant l'accouchement. Donc, ils estiment que c'est la bonne taille, le bon moment pour sortir bébé. Après j'allais dire, moi je me permets, je suis pas d'accord. Ben, vas-y. Je suis pas d'accord parce qu'en fait le déclenchement c'est pas quelque chose de naturel, donc en fait il y a plus de risques. Les déclenchements longs, on sait que ça augmente le risque d'hémorragie, d'extraction instrumentale. Voilà, donc je ne suis pas d'accord. Mais si une étude a été faite, qui Après, suivent ouais, pour. Je connais pas non plus les Mais- détails, tu vois, peut-être qu'ils vont déclencher Faudrait. que Ouais, les c'est que j'ai jamais femmes entendu parler à- de cette étude, moi. Voilà, ouais, je sais plus c'est quel Je hôpital, suis on en pas pour. parlera en Personnellement, off. je suis pas pour. Ouais. Mais ouais, peut-être que Voilà. c'est que sur les cols très favorables, enfin je sais pas. À voir. Oui, parce que sur si c'est un col euh, long postérieur, un col fermé, pourri dans notre ouais, jargon. ouais, ça va être chaud. Les autres raisons pour lesquelles on peut déclencher un accouchement, en fait, c'est quand on a besoin que le bébé naisse pour lui éviter des complications infectieuses, notamment dans la rupture prématurée des membranes. Rupture prématurée des membranes, ça veut dire perdre les os avant le travail. Donc, certaines maternités vont attendre 24 heures, d'autres 48 heures. Maintenant, les recommandations, les dernières, c'est qu'à partir du moment où on perd les os, c'est 3 jours pour déclencher. Parce que pourquoi on attend et on ne déclenche pas tout de suite? Parce qu'on estime qu'il y a des chances que le bébé vienne spontanément, naturellement au travail dès qu'on perd les os, parce que ça va produire une hormone qui va pouvoir entraîner le travail. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'il sorte. Si on voit qu'au bout de 3 jours, il n'est pas là, il faut y aller pour éviter les infections. Ok. Autre raison pour lesquelles on peut être amené à déclencher, diabète gestationnel sous insuline, Tout ce qui est 2 semaines avant le pathologique, terme. Voilà. Parce que là, il y a des risques pour le bébé, avec les hypoglycémies, les hyperglycémies, etc. Donc là, on déclenche. On va déclencher les gros bébés, surtout si c'est un diabète. Si c'est un gros bébé isolé, qu'il n'y a pas de diabète associé, souvent on va quand même laisser aller à terme, on va attendre que le bébé... Tout ça, c'est pour les risques à la naissance, parce que les bébés qui sont gros, entre guillemets, de mamans qui ont un diabète de grossesse, il y a plus de risques que les épaules soient plus larges. Et ça, c'est spécifique des bébés de diabète gestationnel. Donc c'est pour ça que c'est ces bébés-là qu'on va déclencher. Autre raison pour lesquelles on peut être amené à déclencher, à l'inverse, les petits bébés. Retard de croissance. Si on estime que dans le ventre de la maman, le bébé, il n'a plus d'intérêt à rester, qu'il ne grossit plus, là, on va se dire, faut le sortir, il va mieux se nourrir à l'extérieur. Donc ça va dépendre du degré de retard de croissance. Ça peut être parfois des déclenchements 1 mois avant. C'est vraiment on voit qu'il est tout petit, qu'il ne prend plus rien, Ok. etc. Après, Après, c'est tout ce qui est pathologique, en fait. voilà, ok. hypertension. Hypertension, prééclampsie. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe un déclenchement? Alors, un déclenchement, on va d'abord, tout dépend du col. Donc, on va examiner la patiente, on va voir comment est son col. Il faut visualiser le col comme un cylindre. Donc, moi, je dis toujours à mes patientes, quand j'examine, donc là, c'est le vagin, là, il y a la tête de bébé, je vais regarder la longueur du col, la dilatation, donc je mets mes doigts pour voir si c'est ouvert, pas ouvert, la consistance du col aussi. Donc, quand le col est dur, on dit que c'est la même consistance que le nez. Quand c'est ramolli, c'est la même consistance que les lèvres. Et je regarde aussi la position de bébé dans le bassin et la position du col dans le bassin. Donc, en fonction de tout ça, on aura différentes méthodes de déclenchement. Donc, si le col est fermé ou pas assez ouvert, c'est-à-dire il est ouvert environ à 1 cm ou totalement fermé, on va utiliser ce qu'on appelle un ballonnet. Donc, en fait, c'est un petit ballon qu'on passe au niveau du col et qu'on fait gonfler pour que le col se dilate de manière mécanique. Donc là, il n'y a pas d'hormones, tout est fait mécaniquement. Ce petit ballon, on peut le laisser environ 24 heures. Quand je dis 24 heures, ça ne veut pas dire que pendant 24 heures, vous allez avoir des contractions. C'est juste qu'on attend la durée maximale
du ballonnet. Si ça ne fait pas effet, on ne va pas vous laisser comme ça. On va passer sur un propèse, donc c'est comme un tampon. Et là, par contre, il y a des hormones, ce qu'on appelle des prostaglandines, qu'on crée, nous, quand on rompt la poche des os, ce que disait Samra tout à l'heure. Ça va provoquer des contractions et du coup faire dilater le col. Donc généralement, on pose ça si la femme a déjà un col, on va dire favorable, ouvert à 3 cm ou 2 cm, ou si le ballonnet n'a pas fonctionné durant les 24 heures. Et ensuite, dernière étape, là, c'est si tout en amont n'a pas marché, ou si la patiente est à 3-4 cm avec un col très fin, très court, là, on peut mettre directement la perfusion de syntocinon. C'est de l'ocytocine de synthèse et qui va produire des contractions chez la femme pour faire dilater le col. Après, il y a une autre méthode aussi qui est nouvelle, qui est assez récente, c'est des comprimés qui s'appellent Angusta. C'est à peu près le même principe, c'est comme des hormones qui vous fait contracter. Ok. Alors, dernière question. Comment éviter l'épisiotomie? Les filles en parlent tout le temps. Ouais, on a toute peur, en fait, de l'épisio. On a tout entendu des histoires horribles de déchirure du vagin. Voilà. Donc, comment on fait? Alors, l'épisiotomie, déjà, il faut savoir qu'il y en a de moins en moins qui sont réalisées. Il y a une époque, il y a peut-être 20 ans, on faisait presque ça systématiquement au primipares. Premier bébé, ouais. Presque. Mais maintenant, vraiment, ça se fait de moins en moins. Il y a même des grandes maternités, vraiment à un rythme effréné, qui n'en font qu'une par an. Voilà, Ouais, j'en ai une en rare. tête. Donc, si elles peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Alors, pour éviter l'épisiotomie, pour favoriser même éviter les déchirures, on peut conseiller de masser le périnée le dernier mois. Prenez de l'huile, ça peut être même de l'huile classique. Hein. Après, ils vendent aussi des huiles de massage spéciales périnée. Donc là, on va imaginer que c'est la vulve. Vous allez mettre de l'huile sur vos doigts et vous allez masser comme ça. L'anus est plus bas. Vous allez marcher vraiment à la fourchette parce que quand il y a des déchirures, c'est à ce niveau-là que ça se fait. Voilà. Donc, c'est pour préparer le périnée, pour l'assouplir un peu. Ok. Vous allez faire ça tous les jours, vraiment pour assouplir cette zone-là. Mais ça fonctionne. C'est ça. Enfin, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'études, Voilà. mais dans la pratique, ça quand même, aide. c'est pas mal. Ouais, Il peut y ouais. avoir des toutes petites, des points, un point à droite, à gauche. Ça, Oui. on vit ça. Enfin, je crois que Ah, c'est des assez. éraillures. Oui, tout le Oui. monde a. Enfin, c'est Ça, c'est assez courant. fréquent, même des petites déchirures. Ouais. Pour Un petit premier, point à Après, il droite, faut savoir gauche, aussi qu'il y a des dames qui déchirent pas. Hein. Ouais. Elles ont un périnée intact, aucune déchirure, aucune Voilà. éraillure. C'est ça. D'un Tu coup, leur as j'ai- demandé si elles massaient leur périnée? Non, tu Non. vois, j'aurais dû. Je leur demande toujours. C'est la Et souvent, génétique. elles massent. Ouais. 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 Et puis, de toute façon, les points, enfin, même quand il y en a quelques-uns comme ça, enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a Ça part pas tout fait seul, hein. hyper mal. Ouais. Au bout de Non. 2-3 jours, Voilà, c'est ça. parti. Ça Et va. Ouais. un peu de ça. bétadine, c'est ça. De l'eau, rincer à l'eau à chaque Même fois pas que vous de allez aux bétadine. toilettes. Faire pipi. Bon, Voilà. voilà, il faut Ah. la petite douchette. Avec la après, quand douchette, même. ouais, ça. ça c'est bien. Parce que sinon, ça fait un petit peu mal Ouais, quand même. C'est mais, ça. euh, De l'eau en même temps, faire pipi dans la douche, c'est mettre la Ouais, pomme avec de le douche. pommeau de C'est douche. Frida Mom qui fait un super package césarienne et postpartum. J'ai pas été payée, mais pour le coup, je trouve ça bien. Ils font des petits packages là, post-césarienne et post voix basse. Et, je trouve que c'est hyper pratique. Si j'avais eu ça la première fois, j'aurais été contente. C'est trop bien. Les filles, merci infiniment. Elles ont répondu à beaucoup de nos questions. Donc, merci. Vous avez été fabuleuses. On a passé un super moment. Ouais, Ah franchement, oui. c'était top. On peut J'ai pas adoré, manger, moi. là. Ouais, c'est clair. Donc, longue vie au MILF Club. Ouais, Et merci à vous pour toutes vos réponses aussi bienveillantes. Et merci Margot Merci pour à toi, l'invitation, pour tes questions qui ont été très pertinentes et qui, je l'espère, vont aider beaucoup de mamans, futures mamans. Moi aussi, on en a besoin. Bon, à Merci, bientôt du à coup. bientôt. Allez, salut MILF Club.